Jean-Kevin Junior ne code qu'en Python. Il utilise tous les raccourcis que lui donne ce langage pour fournir le moins d'efforts de codage possible. Ce que Python fait réellement pour se débrouiller avec le merdier qu'il a codé, il s'en tape. Surprise, son code prend des heures à s'exécuter et est bourré d'erreurs en tout genre. Il en est alors réduit à copier-coller du code sur ChatGPT pour espérer améliorer la situation. Mais sans succès, ce qui le plonge chaque jour un peu plus dans la dépression et l'éloigne de ses buts. C'est tout l'inverse du véritable génie de l'informatique. Le génie de l'informatique, lui, code certes quelquefois en Python pour gagner du temps, mais c'est ce qui se cache derrière chaque ligne de code. Il sait comment il construit un ordinateur depuis les portes logiques jusqu'au langage de programmation et IA les plus avancés. Il n'a certes pas pris le chemin du moindre effort, mais cela lui permet maintenant de coder efficacement et sans erreur, et donc de réussir dans tous ses projets. Dans cette série vidéo, on va littéralement partir de rien, et essayer de se rapprocher le plus possible d'un ordinateur moderne. Comme ça, tu pourras comprendre comment marche un véritable ordinateur couche après couche, et tu pourras également voir des résultats super stylés. J'avais déjà essayé ce projet il y a un peu plus d'1 an, mais mon inexpérience m'avait fait faire pas mal d'erreurs, qui ont fait que les résultats finaux étaient assez décevants. Mais cette fois-ci, je saurai éviter les pièges et construire un projet qui j'espère vous fera rêver et vous inspirera, vous aussi, à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, qu'il soit informatique ou pas d'ailleurs. Alors j'espère que vous me suivrez dans ce qui est à coup sûr le projet le plus ambitieux de ma vie. Alors dans un premier temps, il faut que je te présente très vite fait comment ça marche un ordinateur, juste pour qu'on parte sur les mêmes bases. En fait, comme tu as déjà sûrement entendu, un ordinateur c'est des 0 et des 1. Le 1 étant représenté par la présence de courant, et le 0 par son absence. Et un truc qui peut switch entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle un bit. Et ce sont ces bits qui vont nous permettre de tout représenter. Alors tout représenter, ça peut être des noms bien sûr, des images ou des sons bien évidemment, l'entièreté de tes messages WhatsApp très certainement, ou même ton historique internet tous les jours de l'année. Bref, ces petits bits, ces petites bits. Bref, ces petits bits, quand on les combine, ça permet de représenter un nombre de choses absolument affolant. Mais ça, on y reviendra plus en détail tout au long de la série. Bon, là c'est très bien, on peut stocker énormément d'informations avec de l'électricité. Mais pour l'instant, elle est un peu morte, quoi. Elle est là, on peut la lire, mais c'est tout. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir faire interagir ces bits ensemble. Et ça tombe bien parce que pour ça, on a les portes logiques. Ces portes sont de petits composants électroniques qui prennent entre 1 et 3 bits en entrée, et en ressortent 1 en sortie. Et il y en a 5 principaux. Le NOT, qui inverse le signal du seul bit d'entrée, le AND, qui vaut 1 si et seulement si les 2 bits d'entrée valent 1, le OR, qui vaut 1 si et seulement si au moins 1 des 2 bits d'entrée vaut 1, le XOR, qui vaut 1 si et seulement si exactement 1 des 2 bits d'entrée vaut 1, et enfin le multiplexeur, qui est un peu trop souvent oublié, et qui prend, lui, 3 bits en entrée. Si le premier vaut 0, alors la sortie correspond au deuxième bit d'entrée, et sinon, elle correspond au troisième. On va également avoir à notre disposition NAND, NOR et NXOR, qui sont juste les 3 portes, AND, OR et XOR, mais inversées. Voilà, et donc c'est en gros avec ces 5 portes, on va pouvoir coder un ordinateur tout entier. Oui, pour faire un ordinateur tout entier, on a presque rien besoin de plus. Je vous ai présenté 5 portes en 30 secondes, et en gros, tout est là. Il n'y a rien besoin de plus. Et donc ça veut dire que tout ce que vous avez déjà fait sur un ordinateur, jouer à Minecraft, regarder YouTube, parler à ChatGPT, ça peut être résumé à ces 5 portes. C'est quand même fou, non ? Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire concrètement quand on dit qu'on va recréer un ordinateur de zéro ? Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir accès à un langage netlist. Non, pas Netflix, netlist, qui va juste décrire des branchements électroniques. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à des fils qui ont chacun leur nom, et on va juste décrire les branchements qui sont faits entre ces fils. Par exemple, dire que le fil A et le fil B vont dans une porte AND, et que le résultat va dans le fil C. Et voilà, c'est tout. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va simuler ces branchements grâce à un simulateur de netlist, et observer ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça doit ressembler le plus possible à un ordinateur. Donc là, certes, on n'est pas en train de tailler du silex pour fabriquer nous-mêmes nos cartes mères, mais si on se refuse à faire du travail physique sur des vrais matériaux, ce dont je n'ai ni le matériel ni les compétences pour le faire, et de toute façon je n'en ai pas vraiment envie, eh bien on est littéralement le plus proche possible de zéro. Ah oui, et pour vous dire à quel point on est proche de zéro, notre simulateur de netlist, là, c'est pas un vieux truc qu'on va chercher sur internet et qui fait tout à notre place. Non, nous, on va coder notre propre simulateur. La première raison, c'est parce que comme ça nous permettra de définir notre langage de netlist exactement comme on veut. La deuxième raison, c'est parce que comme ça, on aura un contrôle absolu sur tout ce qui se passe, et on pourra rajouter plus tard un écran, un clavier, une souris, du son, ou même qui sait du Bluetooth, directement en adaptant le code du simulateur. Et la troisième raison, qui est au fond la plus importante et la seule qui compte vraiment, c'est juste parce que c'est putain de stylé. Et que quand je vous ai dit qu'on recréait un ordinateur de zéro, je voulais dire littéralement zéro. Ok, maintenant qu'on a notre plan, il faut qu'on définisse notre architecture, c'est-à-dire la manière dont on va simuler sur notre ordinateur notre code netlist. Mais avant qu'on puisse réellement en discuter, il faut d'abord que je t'explique 2-3 trucs sur comment ça marche un langage de programmation. Car au cours de ce projet, on va en utiliser pas mal et en créer également pas mal nous-mêmes.
Donc c'est important que tu comprennes les grandes lignes de comment ça marche. On va comparer les langages de programmation à la situation suivante. Imagine que tu veux expliquer comment faire, je sais pas moi, un gâteau au chocolat à un pote chinois. Bon, le problème c'est que toi tu parles pas chinois et que ton pote il parle pas français. Je sais même pas comment vous êtes vraiment devenus potes du coup, mais c'est pas le sujet. Bref, vous n'avez aucun moyen de communiquer. A priori, ça va être compliqué de faire un bon gâteau au chocolat. Il nous risque plus d'arriver à un bon gros plat douteux. Et c'est la même chose qui se passe en informatique. L'ordinateur ne peut pas directement lire et exécuter le code de ton langage de programmation fait pour les humains. Et toi, tu n'as vraiment pas envie de coder en langage machine, parce que c'est méga chiant. Mais pas de panique, car vous avez accès à un interprète, qui sait traduire le français en chinois. La première stratégie consiste à ce que tu dises à l'interprète l'entièreté de ta recette, puis qu'il traduise l'entièreté de ta recette en chinois, et qu'il écrive sur un bout de papier, qu'il donne à ton pote. Il a littéralement compilé ta recette du français vers le chinois. Et ton pote chinois va donc pouvoir faire son gâteau au chocolat aussi vite que si la recette avait été écrite en chinois. Et c'est encore une fois la même chose avec un langage de programmation comme C. Un certain programme va lire l'entièreté de ton code et le traduire entièrement en langage machine. Ce qui fait donc qu'il sera hyper rapide à exécuter, et c'est ce qu'on appelle un langage compilé. Bon, maintenant, supposons que tu sois vraiment la personne qui explique le plus mal du monde, et à tel point que l'interprète lui-même, il n'a aucune foutre idée de ce à quoi ressemble ta recette. Mais ce qu'il se dit, c'est que s'il voit le résultat après la première étape, alors il pourra normalement réussir à comprendre ce que tu veux dire pour la deuxième étape. Et ainsi de suite. Ce qu'il va alors faire, c'est alors traduire la première étape de ta recette à ton pote chinois, attendre de voir ce qui se passe, puis une fois qu'il a compris, lui, traduire la deuxième étape, et ainsi de suite. J'imagine que tu vois à quel point c'est beaucoup plus lent. Et bien là, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un langage interprété, dont Python fait partie par exemple. En fait, Python c'est tellement loin de ce que fait réellement un ordinateur, que c'est impossible de traduire directement du Python en langage machine. Et donc on est obligé de traduire ton programme à la volée, en parallèle de l'exécution. Et ça, comme tu peux l'imaginer, ça rend ton programme beaucoup plus lent. Et c'est pour ça que Python est en gros 50 fois plus lent que C, même si ça dépend des tâches. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on a 3 choix en gros pour notre architecture de code. Le premier, c'est de compiler notre code netlist vers du code C, puis de compiler ce code C vers du code machine, avec le compilateur C normal. C'est un peu comme si on avait notre recette en français et qu'on avait un interpréteur pour compiler notre code vers du norvégien, puis un autre pour le compiler du norvégien vers le chinois. À la fin, notre netlist sera donc quand même compilée en langage machine, et donc c'est ultra rapide. Le problème, c'est que cette stratégie, elle nous offre assez peu de liberté pour la suite. Par exemple, si plus tard, je veux rajouter un écran ou une interface de débugage, alors il faudra que je compile ces features dans le même fichier que la netlist. Je sens que ça va être vraiment galère. Possible, hein, mais galère. Donc, on oublie. La deuxième solution, c'est de construire un interpréteur C qui va lire notre netlist et l'exécuter. Une fois que notre simulateur sera compilé, on aura donc devant nous un langage interprété. Donc c'est plus long, mais ça reste raisonnable. Après tout, il y a bien des millions de gens qui utilisent Python, donc faire un langage interprété, en soi, c'est ok. En plus, on pourra rajouter toutes les features dont on aura besoin directement dans le simulateur, super facilement. Mais le problème ici, c'est que le C, c'est rigide, mais genre vraiment très rigide. Donc le langage qu'il interpréterait, il devra aussi être très rigide. Et bon, on va certes essayer de s'éloigner le plus rapidement possible du langage netlist, comme vous vous en doutez, parce que si on essaye de programmer genre Snake en netlist, bah ça va pas le faire, mais on va quand même devoir se le coltiner pendant encore quelques épisodes, donc on aimerait bien qu'il soit un minimum agréable. Donc faut trouver une autre solution. La troisième et dernière idée consiste à coder cette fois-ci notre simulateur en Python. Avec toutes les features de Python, c'est très facile de rendre le langage netlist assez agréable à utiliser. Bon, en vrai ça reste toujours une purge, hein. On est toujours en train de décrire des branchements électroniques et on essaye de construire un ordinateur avec ça. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi c'est ignoble, mais ça reste déjà 100 fois plus agréable que dans l'option précédente. Mais le problème ici, c'est que comme Python est lui-même un langage interprété, on est alors dans la situation où on a un gars qui interprète à la volée ce qu'un autre gars interprète à la volée, et ça au niveau des performances, c'est pas possible, parce que ce simulateur, c'est vraiment la fondation sur laquelle notre ordinateur va reposer. Donc il faut vraiment que sa vitesse d'exécution soit un minimum raisonnable. Bon, on est face à un dilemme entre facilité d'utilisation et performance, qui est au fond un des dilemmes clés de l'info. Et donc, on semble vraiment coincé. On va devoir faire des compromis, a priori. Mais non, en fait, on va pouvoir avoir le meilleur des deux mondes et même un peu du cul de la crémière, en utilisant ce qu'on appelle une représentation intermédiaire. Une représentation intermédiaire, c'est un langage intermédiaire entre ce qu'on code et ce qui est après interprété par la machine. En fait, presque tous les langages interprétés en utilisent. Par exemple, Python n'est pas traduit directement par l'interpréteur. Il est d'abord compilé dans une représentation intermédiaire, puis lu par l'interpréteur Python. Et les fichiers Pcache, en fait, ça sert juste à contenir du code précompilé pour qu'on n'ait pas à refaire le travail de compilation à chaque fois si le fichier n'a pas changé. Dans notre métaphore filée, ça correspondrait à d'abord traduire en amont notre français vers genre un certain dialecte du mandarin, qui est beaucoup plus proche du chinois que le français, puis à le traduire à la volée. Bon, et bien maintenant qu'on a tout planifié, il n'y a plus qu'à coder.
J'ai fini quelques petits trucs, je vous montre à quoi ça ressemble. Déjà, pour le langage netlist, on a fait un truc ultra simple et intuitif. Mais on pourra se rajouter des features de qualité de vie si ça nous chante plus tard. On commence donc chaque ligne par le nom du fil où va aller le résultat, puis on met un signe égal, on écrit le nom de la porte logique, et on finit par les noms des fils qui arrivent en entrée. Simple, efficace. J'ai aussi rajouté la possibilité de mettre un input et un output pour débugger. On écrit donc un programme qui prend en entrée 2 fils et teste toutes les portes logiques d'affilée. Et voilà, on peut tester sur les 4 combinaisons et voir que ça marche bien. Je fais également un fichier à part pour tester les multiplexeurs, et tout marche bien aussi. Bon et bien voilà, c'est gagné, hein. Honnêtement c'était pas trop compliqué, alors abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez... Mais attends, il me manque pas un truc moi ? Ouais, il me manque un gros truc. En fait, les bits tout seuls, ils servent à rien. Je vous avais promis en début de vidéo qu'on pouvait représenter plein de choses avec des bits. Mais avec un seul, on peut juste représenter 0, 1, et c'est tout. C'est un peu comme des lettres. Avec juste une lettre toute seule, bah tu représentes rien du tout. Il faut faire des mots pour pouvoir décrire des trucs, genre une vache, un mammouth ou ta mère. Bah les bits, c'est pareil. Ils sont jamais tout seuls, ils sont dans ce qu'on appelle des bus de bits. Un bus de bits, c'est juste plein de bits, les uns à côté des autres. Ils peuvent être par 8, et ça fait ce qu'on appelle un octet, ou dans à peu près tous les ordinateurs récents, par 64. Et c'est ce nombre de bits par bus qui détermine le nombre de bits de votre architecture. Par exemple, les vieilles consoles étaient des consoles 8 bits, qui ont dépassé à 16 bits, puis 64, tout le nom de Nintendo 64 d'ailleurs. En fait, c'est pour ça qu'une console avec 2 fois plus de bits, c'est pas une console qui est 2 fois plus puissante. Le nombre de bits d'une architecture, ça détermine juste à quel point on peut stocker des nombres entiers très grands, et à quel point on peut stocker des flottants avec une grande précision. Et dans tous les usages normaux, 64 bits ça suffit largement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de console ou de PC 128 bits, parce que dans les quelques cas où ça pourrait être utile, juste on bricole. Et ça sert à rien d'alourdir toute l'architecture pour des cas qui arrivent presque jamais. Bref, nous a priori on devrait partir sur une architecture 16 bits, mais on va quand même vouloir être capable de traiter des bus de bits de taille arbitraire. Donc on retourne au travail. Ok, donc c'est bon. Maintenant, on doit préciser sur chaque input sa taille, et quand on déclare une constante, on doit toujours l'écrire en binaire. Comme ça, on peut en déduire aussi sa taille. Et on peut, à partir de ça, déduire la taille de tous les autres bus, juste en inférant les tailles. Également, les opérations telles que AND, OR, NOT, etc. sont juste appliquées bit à l'entièreté des bus. J'ai aussi rajouté les portes concat, index et sub, qui permettent respectivement de concaténer 2 bus, de choisir le bit en position i d'un bus, et d'extraire le bus entre les positions i et j d'un autre bus. Bon, cependant, j'ai dû faire un choix que vous allez peut-être considérer comme de la triche. Mais perso, je trouve ça legit. Et en plus, ça va pas mal accélérer notre code. En fait, jusqu'à présent, je stockais les bits dans des booléens, qui sont des valeurs qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Bon, voilà, c'est un peu fait pour, quoi. Le choix était assez évident. Et maintenant, je suis censé stocker des bus de bits de taille variable. Sauf que stocker des trucs de taille variable en C, dans un même espace mémoire, c'est méga chiant. Et en vrai, je pourrais m'en sortir avec divers moyens un peu relous, mais j'ai trouvé une astuce que je trouve un peu marrante et très utile. En fait, un entier, comme on l'a déjà vu, c'est déjà un bus de bits. Donc, je peux stocker mes bus de bits de taille variable juste sur les quelques derniers bits d'un entier. Et ça simplifie énormément les choses. En plus, pour faire des opérations bit à bit, j'étais censé faire des boucles for, bien reloues et bien lentes. Là, je peux littéralement directement utiliser une opération qui existe déjà, et c'est exécuté en un seul tour de processeur. Donc, si non seulement ça rend le code plus simple, mais en plus que c'est plus efficace, bah on va pas s'en priver. Alors, évidemment, je vais pas designer de porte plus ou fois ou diviser, hein, voilà, c'est pas l'esprit, mais à partir du moment où je fais que simuler la netlist, voilà, le simulateur, il est là pour simuler. Enfin, envie de dire que la méthode, on s'en fout. Bon, maintenant, on peut passer au gros test. On va construire un additionneur de 2 nombres. Bon, je vous passe exactement les détails de comment ça marche, on y reviendra plus tard, en détail, dans l'épisode qui sera consacré à comment on fait des calculs. Mais en gros, c'est un bon mini-projet, disons, parce que ça utilise bien tout ce qu'on a programmé jusqu'ici. Je lance alors mon programme. Ouais, j'ai fait une interface graphique parce que j'en avais marre de taper des commandes dans le terminal comme un gueux. On lance alors ça, et on rentre 2 et 2, ça nous fait 4, 6 et 8, 14, 42 et 27, 69, ça marche. Dans cet épisode, on a donc posé les bases de notre ordinateur, et c'est des bases bien solides, avec une bonne vitesse d'exécution, et des bonnes possibilités pour améliorer facilement, que ce soit notre langage netlist ou notre simulateur. Et à la fin, on a réussi à additionner 2 nombres en partant de rien. Alors oui, on est encore loin d'un véritable ordinateur, mais tel le génie de l'informatique, il vaut toujours mieux poser des bases solides que de se précipiter et être dans la merde plus tard. Et ce que je me dis, c'est que quand on aura, je l'espère, un ordinateur beaucoup plus complexe, quand on arrivera à jouer à Snake sur notre ordinateur, j'espère que ça arrivera, hein, ce serait vachement cool, et ben on pourra se remémorer de ce moment où tout ce qu'on avait c'était une vingtaine de portes qui ensemble juste additionnaient 2 nombres et se rendre compte du chemin parcouru.